Il est 6h sur Europe 1. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une de l'actualité, alerte rouge au feu de forêt dans les Bouches-du-Rhône. C'est une première depuis l'apparition de cette nouvelle météo des incendies. De gros moyens déployés pour prévenir les risques dans le département. Une toute autre ambiance dans le Doubs. Des pluies intenses, des vents violents ont provoqué de gros dégâts hier dans le département du Doubs. Les orages ont durement frappé la Suisse voisine. Dans ce journal également, de l'ordre. Emmanuel Macron veut ouvrir le chantier du retour à l'autorité. Des mots, rien que des mots, fustigent les oppositions. Israël face à une contestation historique, celle de la réforme de la justice, en partie votée par la Knesset. Dans la rue, les manifestations se multiplient. Le journal de 6h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. C'est une première depuis la création d'une météo des incendies. Les Bouches-du-Rhône sont placées en alerte rouge au feu de forêt. Alerte maximale alors que le département souffre de la chaleur et de la sécheresse. Près de 30 degrés attendus aujourd'hui. Rien d'exceptionnel en juillet, mais les sols secs et le retour du Mistral imposent la vigilance. Les pompiers du département s'organisent. Le colonel Jean-Luc Beccari du service départemental d'incendie et de secours. Nous avons l'expertise Météo France qui place plusieurs zones du département en danger très important concernant les feux d'espace naturels. C'est la combinaison d'une sécheresse qui est maintenant bien installée, un taux d'humidité dans l'air qui va être très faible et puis surtout un coup de vent de nord-nord-ouest qui va être assez soutenu avec des rafales attendues autour de 80 km/h. C'est une journée à très haut risque qui va nécessiter de la part de tous nos concitoyens d'être extrêmement vigilants, encore plus que d'habitude. 90% des feux, même plus, c'est d'origine humaine et dans la plupart des cas d'ailleurs accidentels. Donc il y aura bien évidemment des massifs forestiers qui seront fermés dans les Bouches-du-Rhône. C'est le sens des messages de prévention que nous contribuons à communiquer auprès de toute la population. Le colonel Jean-Luc Beccari du SDIS des Bouches-du-Rhône avec Geoffrey Branger. On en vient, Christophe, à cette alerte maximale aux incendies dans les Bouches-du-Rhône et cette tempête dans l'est de la France. Le Doubs et la Suisse frappés par de violents orages hier, pluie, grêle et vent très violents jusqu'à 217 km/h en rafale. Dégâts très importants à Mont-le-Bon, Morteau et Grand-Combe-Château. Plus de 80 toitures arrachées en 2 minutes. Aucune victime côté français, un mort côté suisse. Jean-Louis Géringite d'étape à Mont-le-Bon, il n'avait rarement vu ça. Oui, sincèrement, je ne l'ai pas vu arriver. Je travaillais sur ma terrasse et puis j'ai été surpris. Ça a été très très violent. On s'est réfugié dans la maison d'un seul coup. Ça a fait une traînée blanche, vent et énormément de pluie. Puis on a laissé passer les choses. C'est impressionnant. On se pose des questions, quoi. On a deux gîtes, les tuiles envolées. Bon, c'est en partie réparé pour nous. On a été mieux lotis que certaines personnes du village, quoi. On s'en sort bien. Apparemment, on a pris que le bord de la tornade. On a toujours habité le village. C'est vraiment la première fois que ça arrive. On a tellement été surpris que on a réalisé après les choses. Jean-Louis Gérand d'un gîte d'étape à Mont-le-Bon, joint au téléphone par Maxime Gondelot. La situation est toujours tragique en Grèce, en proie à des chaleurs records. Plus d'une soixantaine de nouveaux départs de feu ont été enregistrés. Et certains sont déjà qualifiés d'incontrôlables. Sur l'île de Rhodes, la plus touchée par les incendies, les pompiers luttent depuis bientôt une semaine. Des feux qui s'étendent sur une vingtaine de kilomètres. Certains habitants ont décidé à leur tour de s'attaquer aux flammes avec leurs propres moyens, parfois dérisoires. Dramatique incendie également dans le nord et l'est de l'Algérie. Bilan revu à la hausse, au moins 34 morts dont 10 militaires, une centaine de départs de feu enregistrés dans tout le pays qui affronte une canicule intense. L'intervention télévisée d'Emmanuel Macron hier continue de faire réagir la classe politique. Un chef de l'État très attendu sur sa lecture des émeutes urbaines. Emmanuel Macron veut remettre l'autorité à l'ordre du jour. Autre proposition, répartir les difficultés dans toute la France. Autrement dit, les villes jusque-là épargnées par les phénomènes de concentration de populations défavorisées vont devoir prendre leur part. Les oppositions n'ont pas tardé à réagir, Maïlène Trémollet. Oui, cette nouvelle prise de parole est vivement critiquée par tous les bords politiques, à commencer par la gauche. Olivier Faure fustige ainsi une interview catastrophique et rappelle que l'ordre doit être républicain. Le député insoumis de la Seine-Saint-Denis, Thomas Portes, condamne lui un chef de l'État déconnecté et isolé. Mais une fois de plus, le président de la République fait comme si on ne pouvait pas parler en fait de ce qui se passe dans la police. Il s'est contenté de dire ordre, ordre, de donner le nombre de policiers qui ont été mobilisés. Encore une fois, c'est un président qui est dans le déni, qui est sur une réponse ultra sécuritaire, qui ne va rien résoudre à la crise qui a été déclenchée par le meurtre de Naël.
Même son de cloche à droite pour le président des Républicains Éric Ciotti. Emmanuel Macron égrène des mots qui n'impriment plus et réclame un passage aux actes, tandis que le président du Rassemblement national Jordan Bardella décrit un chef de l'État désorienté par des émeutes dont il n'a pas compris la source. Emmanuel Macron tente pourtant par ses déclarations d'apaiser et de tourner la page mouvementée des 100 jours et des émeutes. Mayalène Trémollet du service politique d'Europe 1. Europe 1 matin, il est 6h05. Les propos du patron de la police nationale continuent d'alimenter la polémique. Nul n'est au-dessus de la loi de la République, déclaration du garde des Sceaux sur Twitter. Éric Dupond-Moretti dans les pas d'Emmanuel Macron qui a dit à peu près la même chose hier lors de son interview. La fronde des policiers marseillais qui s'étend à d'autres commissariats. Le fonctionnaire placé en détention provisoire sera lui fixé sur son sort le 3 août, date de l'examen de son appel par la justice. C'est dans ce contexte inflammable qu'on apprend l'ouverture d'une nouvelle enquête pour violences policières, toujours à Marseille. Le parquet est saisi d'une plainte d'un jeune pour violence volontaire en Réunion. Les faits se seraient produits à Marseille au plus fort des émeutes dans la nuit du 30 juin au 1er juillet. On ignore le nombre de policiers impliqués. La centrale nucléaire du Bugey a été choisie pour accueillir les 5e et 6e réacteurs de nouvelle génération. La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher l'a annoncé à l'occasion de son déplacement dans l'Ain. Le site a finalement été préféré à celui du Tricastin. Ces 2 réacteurs EPR2 viendront s'ajouter à ceux déjà prévus à Gravelines et Penly. Choix motivé par plusieurs critères, Hugues de Tournemire. Oui, après Penly et Gravelines, c'est donc la centrale du Bugey qui a fêté ses 50 ans en 2022, qui accueillera 2 réacteurs de nouvelle génération d'ici 2042. Un choix rationnel au vu du calendrier à tenir et des enjeux techniques, selon Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. Les études pour le Bugey sont suffisamment abouties pour nous permettre de passer à la phase suivante. Sur le Tricastin, il y a du travail complémentaire. Et si nous voulons tenir notre trajectoire d'ouverture de futurs réacteurs nucléaires, il était important de prendre cette décision. Bien entendu, nous continuons les travaux pour Tricastin et donc ils seront regardés notamment dans le cadre de l'étude pour les 8 réacteurs additionnels. Une décision qui suscite de vives contestations chez les associations et les élus locaux, mais aussi chez nos voisins suisses. L'inquiétude principale, le débit du Rhône, impacté par les sécheresses et les canicules, pourrait être insuffisant pour refroidir la centrale. Selon la Compagnie nationale du Rhône, le débit du fleuve pourrait diminuer de 10 à 40% d'ici à 2050. Hugues de Tournemire du service économie d'Europe 1. La colère de la population en Israël après l'adoption d'une mesure clé de la réforme judiciaire. Ce vote est une étape démocratique nécessaire, estime le Premier ministre Benjamin Netanyahou. L'opposition la qualifie au contraire de honte. L'allié américain s'inquiète. Adoption regrettable, dit la Maison-Blanche. La future loi judiciaire permettra d'accroître le pouvoir des élus sur celui des magistrats. Inadmissible pour les Israéliens qui manifestent en masse depuis plusieurs jours. Reportage de la correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv, Ariane Ménage. La démocratie ou la révolte, chantent ces manifestants. Ils affluent par milliers dans les rues de Tel Aviv, quelques heures après un vote clé au Parlement. Ran est venu avec son père âgé de 80 ans. Nous sommes sortis spontanément dans la rue. Je pense que ce qu'il s'est passé est très grave. C'est une loi drastique qui va faire beaucoup de mal au pays et à son système judiciaire. Ces 7 derniers mois, le mouvement de contestation a également gagné les rangs de l'armée. Des milliers de réservistes menacent ou ont annoncé ne plus vouloir porter l'uniforme. L'armée a un contrat avec l'État. Mais la base, c'est que cet État soit démocratique. J'étais officier dans l'armée comme ma sœur et mon frère. Mon fils aussi est officier. Si ce contrat entre l'État et le peuple est brisé, ils ne feront plus de service volontaire. Les leaders du mouvement de contestation appellent à la poursuite des manifestations. Des grèves sont par ailleurs prévues aujourd'hui dans les hôpitaux du pays. Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv. Nous sommes à 1 an et 1 jour des Jeux Olympiques de Paris, Christophe. Et pour ceux qui n'auraient pas de billets, eh bien le comité d'organisation assure avoir pensé à tout. Alors 7 millions de billets déjà vendus selon le patron du comité d'organisation, Tony Estanguet. Il en reste encore 3 millions. Mais cela ne sera pas suffisant pour satisfaire tout le monde, d'autant que les prix atteignent parfois des sommes déraisonnables. La ville de Paris a donc prévu 25 fan zones réparties dans toute la capitale. Lieu de fête et de retransmission des épreuves. Accès gratuit à partir du 8 mai 2024. Et ce ne sera pas réservé aux seuls Parisiens, Cyril de la Morinerie.
Oui, ces fan zones seront installées partout sur le territoire. Plus de 200 communes ont prévu d'en ouvrir une pour faire vivre ces jeux. À Paris, ce sont 23 sites répartis sur l'ensemble de la capitale. Mais la grande nouveauté, ce sera le Parc des Champions au Trocadéro, le rendez-vous incontournable pour saluer les athlètes médaillés. Un lieu ouvert pendant 10 jours durant les JO, explique le président de Paris 2024, Tony Estanguet. Tous les jours, place du Trocadéro, on célébrera l'ensemble des médaillés de tous les pays, de tous les sports, devant la Tour Eiffel, dans un site iconique. Autre endroit incontournable, le fameux Club France à la Villette, pour fêter les médaillés français de ces Jeux, souligne Marie-Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique et sportif français. Ce Club France à la Villette, l'idée c'est vraiment d'accueillir 700 000 personnes. On avait besoin pour ça d'un lieu iconique, d'un lieu transgénérationnel pour célébrer les Jeux et l'équipe de France. D'autres nations ont également choisi la Villette pour célébrer leurs champions. C'est notamment le cas du Canada ou encore du Brésil. Voilà, 200 fan zones dans toute la France, dont 23 à Paris. Faites vos jeux, comme dirait l'autre Cyril de la Moindrie du service des sports d'Europe 1. Enfin, clap de fin sur le festival d'Avignon. Dernière représentation aujourd'hui. Près de 115 000 spectateurs payants enregistrés en 3 semaines selon les organisateurs. Merci Christophe Lamar, 6h10, très bon réveil avec Europe 1. La météo des plages, allez, dans une paire de minutes. D'abord les sports. Avec Lucas Courtin. Bonjour Lucas. Bonjour Alexandre. On commence par la natation et les championnats du monde qui se déroulent en ce moment au Japon. Et une nouvelle médaille pour la France. Hier, Maxime Grousset a remporté la médaille de bronze sur 50 mètres papillon. Favori de la finale, le Français a dû se contenter de la 3e place en 22,82, juste derrière le Portugais Diego Ribeiro et l'Italien Thomas Ceccone qui décroche donc l'or. C'est sa 4e médaille mondiale pour Grousset, la première sur cette distance, même si pour le Calédonien, cette dernière a un goût amer. Un petit peu déçu. Quand je fais 2 courses en premier et que je fais 3, je suis forcément un peu déçu, mais on va pas cracher sur une médaille mondiale. Je pense que j'aurais pu faire une meilleure touche. Ça m'arrive souvent et c'est dommage que ce soit maintenant. Maxime Grousset chez nos confrères de France Télévisions. Alors hier, il y avait une autre chance de médaille. Marie Wattel sur 100 mètres papillon. Finalement, la Française termine 6e, assez loin du podium. Aujourd'hui, place au final du 100 mètres dos hommes et femmes avec 3 tricolores engagés. Mewen Tomac, Johan Endoy-Brouard et Pauline Mathieu. On passe au cyclisme avec la 2e étape du Tour de France féminin. Oui, et une 2e étape mouvementée car marquée par les nombreuses chutes suite à la pluie. Finalement, à l'arrivée, la victoire est pour Liane Lippert qui a dominé au sprint à Mauriac, la leader Lotte Kopecky. L'Allemande signe là sa toute première victoire sur le Tour de France. Au classement général, Kopecky conserve son maillot jaune avec 49 secondes d'avance sur Lippert et 59 sur Ashley Moolman-Passio. La première Française, Evita Muzic, est 14e à plus d'1 minute de la Belge. La somme astronomique du jour, Lucas, c'est en football, puisque l'Arabie Saoudite et le club d'Al Hilal proposent 300 millions d'euros pour récupérer Kylian Mbappé. Et le PSG serait prêt à accepter si jamais le club saoudien arrive à convaincre l'international français de les rejoindre. Cette offre importante est arrivée sur le bureau des dirigeants parisiens, bien avant la mise à l'écart de l'attaquant des Bleus survenu vendredi dernier. Même si la somme reste importante, Alain Giresse, consultant pour Europe 1, n'est pas convaincu que ce serait un bon choix et pour Mbappé et pour le PSG. Je ne crois pas un seul instant que Kylian, il aille actuellement, par rapport aux ambitions sportives qu'il aille jouer en Arabie Saoudite. S'ils veulent s'aventurer, le Paris Saint-Germain, sans Kylian Mbappé en Coupe d'Europe, c'est osé. En tout cas, le Paris Saint-Germain est prêt à parler avec tout le monde sur le cas Mbappé. Si le Real Madrid est dans la danse depuis un moment, d'autres clubs ont montré leur intérêt. Chelsea, Manchester United, l'Inter Milan, Tottenham ou encore le FC Barcelone. Les Catalans doivent d'ailleurs s'entretenir avec le club de la capitale en vue d'un éventuel transfert avec plusieurs joueurs barcelonais qui feraient office d'échange. Enfin, s'il faut dire un mot de la Coupe du Monde féminine de football, c'est cette grosse inquiétude, Lucas, pour Wendy Renard. Oui, hier dans la matinée, la défenseuse lyonnaise s'est brièvement entraînée avant d'échanger avec le docteur Vincent Detaille et de regagner les vestiaires. Puis, dans la journée, elle a passé une IRM de contrôle pour une douleur au mollet. Alors, on ne connaît pas encore les résultats de l'examen, mais en tout cas, la zone concernée est inquiétante puisqu'elle était déjà surveillée par le staff tricolore suite à des fragilités. C'est donc un gros coup dur pour les Bleus qui pourraient être privés de leur capitaine Wendy Renard pour affronter le Brésil samedi prochain. Un match décisif pour la première place du groupe F. Merci Lucas, 6h14 sur Europe 1 avec la météo des plages. Valérie, on commence par la Manche, tiens. Et oui, avec les mêmes températures sur le sable que dans l'eau. Alors c'est très simple, 18 degrés sur les plages de Boulogne-sur-Mer et 18 dans l'eau de la côte d'Opale. Même chose pour la côte d'Albâtre avec 19 à Étretat et 19 dans la Manche, 18 aussi en baie de Seine et 18 à Cherbourg. Et enfin
enfin la baie du Mont-Saint-Michel, 19 degrés dans l'eau et 19 du côté de Saint-Malo. Avec une eau extrêmement calme, mais tout de même quelques rafales de vent aux alentours de 20 km/h et un ciel extrêmement voilé et un petit peu de pluie du côté de Deauville dans la campagne normande. Même tendance d'ailleurs sur la façade atlantique. Un ciel qui alterne entre belles éclaircies et quelques passages nuageux et de la pluie d'ailleurs au Pays Basque comme souvent, avec un océan qui a exactement la même température que sur le sable là aussi. Donc 21 par exemple du côté de La Rochelle et 21 sur les côtes charentaises dans l'océan. Même chose pour la côte basque, 23 dans l'eau et 22 à Biarritz. Donc pas de choc thermique en tout cas en ce qui concerne la Manche et en ce qui concerne la façade atlantique. Effectivement. Est-ce qu'on se réchauffe davantage, Valérie, sur la Méditerranée ? Évidemment. L'eau n'a pas perdu quelques degrés. 27 degrés dans l'eau des Alpes-Maritimes avec du vent et des rafales à 60 km/h. Même chose dans le Var. 26 dans l'eau et 60 km/h en pointe pour le vent. Avec tout de même une mer agitée. La Méditerranée qui est un petit peu en mouvement pour cet après-midi. Notamment à Nice, faites attention. Sur le sable, 31 degrés, valeur complètement de saison. Ça vous fait du bien, vous respirez. La Corse qui n'est plus en vigilance canicule. Comme je le disais à 6h, ça a été annoncé par Météo France. Avec sur vos plages à Porto Vecchio 36 degrés, 33 dans le golfe d'Ajaccio et une eau toujours aux alentours de 28 et une eau qui est peu agitée du côté de l'île de Beauté. Toujours de bonne chaleur, mais c'est la fin de l'épisode de canicule et c'est le plus important, c'est la bonne nouvelle effectivement. Fin de l'épisode de canicule sur toute la France. Merci Valérie, 6h16.